Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur ce programme monté avec Demos, des récits d'aventure. Alors aujourd'hui, on va partager un récit d'aventure qui n'a rien à voir avec les précédents, qui va certainement vous faire voyager. C'est d'avoir accompagné pendant des semaines quelqu'un qui m'est très proche, qui est un de mes fils, qui est parti faire le tour du monde en moto. Et étant motard de père en fils dans la famille, bien évident que j'avais prévu de l'aider à se préparer. Et donc les premiers 5000 km, on les a fait ensemble, et puis après je l'ai retrouvé à d'autres occasions. Et mon récit est une synthèse de ce que j'ai vécu, qui sont à mes yeux intéressants à partager, avec ou pas des motards. Et j'espère qu'à l'occasion de ces différents épisodes, vous retrouverez des réflexes, des réflexions, des idées, des suggestions qui pourront tout à fait s'appliquer dans votre monde professionnel. Donc avant tout, c'est vrai que la qualité d'un raid, qu'on appelait Venture Ride, c'était le nom qu'avait donné mon fils à ce projet, n'a été égalé que par le niveau de préparation qu'il a eu. C'est 2 ans de préparation avant le jour du départ. On est parti en septembre 2017 et on a vécu un an à l'occasion de ces différents épisodes, mais c'est 2 ans de préparation préalable. Et tout est parti d'un rêve. C'est évident qu'un motard, la moto, c'est comme le cheval au Moyen-Âge. C'est un outil qui est individualisé. On part en moto, on n'a pas de contraintes. Contrairement à une voiture ou contrairement à d'autres moyens de transport, la moto est considérée comme l'animal le plus proche du cheval. C'est vrai qu'on choisit souvent une moto en fonction de sa personnalité, on choisit un cheval en fonction de sa personnalité, de son gabarit, et c'est évident que le choix de la moto est un réflexe qui est lié à un rêve. Le rêve d'aventure, le rêve de déplacement, le rêve de nos limites, le rêve de prendre des routes qui ne sont pas forcément des routes connues, de choisir un itinéraire qui n'est pas forcément connu, et d'avoir des rencontres tout au long de son voyage. Donc la première chose que je conseille, c'est ayez un rêve. C'est quoi votre rêve? Est-ce que c'est d'aller au fin fond du Limousin? Est-ce que c'est de franchir le Massif central? Est-ce que c'est de descendre jusqu'à l'Ariège? Est-ce que c'est d'aller jusqu'à la Méditerranée? Est-ce que c'est de remonter vers les Alpes? Est-ce que c'est de traverser l'Europe? Est-ce que c'est de traverser l'Afrique? Est-ce que c'est de traverser le monde? Et chacun d'entre nous a le droit d'avoir un rêve. Et je crois que c'est important de ne pas avoir un rêve qui est le rêve de l'autre. Donc proposez-vous un projet qui soit à la hauteur de vos ambitions et de votre capacité, et à la fois physique, logistique et financière. Donc prenez ce premier point comme étant un facteur critique de succès. Dans le monde du travail, le nombre d'entrepreneurs ou d'équipes de management qui manquent de rêve et qui finissent par reproduire à l'infini de ce qu'ils ont déjà fait dans le passé, c'est souvent inquiétant. Moi, j'aimerais bien de temps en temps de voir des patrons, des entrepreneurs, des développeurs avoir un rêve, se laisser dominer par leur imagination, leur créativité, tout en ayant un peu de pragmatisme et de réalisme. Je pense que le rêve est le porteur de tout projet. Donc n'ayez pas peur de temps en temps d'encourager la créativité de vos équipes. Laissez partir cette créativité vous-même. N'ayez pas peur de vous faire un petit peu peur avec des business, avec des idées de business qui sont peut-être pas tout à fait classiques et certainement pas dans les chemins sur lesquels vous êtes emprunté. Le deuxième, c'est définitivement ayez un itinéraire en tête. En moto, il peut se passer plein de choses. On a une capacité de kilométrage à peu près limitée, entre 200 et 1000 km par jour en moyenne, on doit pouvoir se débrouiller. Il y a des terrains sur lesquels si vous faites 200 km dans la journée, vous êtes un héros. Il y en a d'autres, si vous faites 1000 km, vous avez juste fait comme tout le monde. Donc quand vous définissez votre itinéraire, ne maximisez pas une succession de trop longues étapes, parce que je pense que physiquement, vous risquez de prendre le risque d'être fatigué. Et malheureusement, en moto, la fatigue est liée très rapidement à l'accident. Et je pense qu'une bonne chose, c'est d'alterner à la fois des étapes longues et des étapes courtes. Les étapes longues, on rencontre personne. Les étapes courtes, on risque d'en rencontrer. Et le risque de rencontrer des gens, ça fait partie du plaisir de voyager. Donc faites un itinéraire qui soit raisonnable, en fonction de votre cylindrée, en fonction de la météo. Si vous partez en hiver, vous n'aurez pas les mêmes routes, les mêmes revêtements que si vous partez peut-être à la saison sèche. Par contre, à la saison sèche, vous aurez peut-être un trafic plus important dans les grandes villes ou dans les mégapoles que vous n'auriez peut-être pas dans les saisons humides. Donc faites un itinéraire qui dépend de tout ça. Donc le parallèle avec le business est assez facile à faire. Autant vous devez avoir de la créativité et de l'imagination pour imaginer un business plan, autant je vous invite à avoir du pragmatisme et du réalisme pour bâtir les hypothèses. Ne vous laissez pas trop gagner par votre créativité et votre ambition, soyez réaliste. Le point numéro 3, qui à mon avis est assez important, c'est choisissez le bon modèle de moto. On a tous envie de partir avec des très grosses machines. Les catalogues des fabricants de motos font toujours rêver les motards. On est toujours de plus en plus puissant, de plus en plus gros, de plus en plus large, avec de plus en plus d'options. Parfois, ces options-là demandent beaucoup d'électronique. Parfois, l'électronique tombe en panne. Parfois, les composants, les matériaux, les logiciels ne sont pas disponibles dans tous les garages. Et quelle que soit la marque que vous avez choisie, sachez qu'au milieu de nulle part, que ce soit en Asie, en Afrique ou en Amérique centrale, les concessionnaires de n'importe quelle marque ne sont pas légion. Et vous risquez plutôt
de tomber sur un petit mécanicien débrouillard qui va vous bidouiller la panne que vous avez. À partir du moment où votre moto est bidouillable, si maintenant vous avez une moto qui est essentiellement digitale, qui a besoin d'un banc complet avec une prise USB pour contrôler l'ensemble des fonctionnalités, vous risquez effectivement d'avoir un rapatriement un peu plus tôt que prévu. Donc, mon conseil, c'est ne prenez pas une moto trop élevée, trop grosse, ou alors prenez-la en fonction de vos capacités. Beaucoup de motards ne sont pas à la hauteur, beaucoup de motards ont eu un jour leur permis, ont roulé pendant des années et s'imaginent être prêts à faire un tour du monde ou un tour d'Europe ou un traversée de la France. Peut-être qu'il n'est pas inutile de se reformer, peut-être qu'il n'est pas inutile de prendre le temps d'avoir une formation avec la police des pays qui vous avez peut-être donné le permis de conduire, ont peut-être des programmes de formation. Je sais que moi, en Angleterre, j'ai pris pendant 2 ans des formations avec la police en moto des forces de police britanniques pour me redonner des réflexes, pour me redonner des compétences, pour me redonner des skills, comme ils disent là-bas. Et j'ai pas eu l'impression que c'était inutile, puisque j'ai, grâce à ça, pu voir des vidéos de moi conduisant ma moto, pris par derrière par un officier de police. Et après, il me faisait un débriefing et j'ai découvert qu'effectivement, j'avais peut-être une mauvaise position quand je dépassais, ou une mauvaise position quand j'étais sur ma ligne, ou une vitesse trop lente, ou vitesse trop rapide, en fonction des situations. Donc je pense que choisissez une moto qui correspond à votre capacité, à votre gabarit. Parfois, une moto plus petite peut être beaucoup plus légère à manier, beaucoup plus facile à sortir d'un banc de sable, à sortir d'une mare de boue. Quand elle est tombée, elle est beaucoup plus légère à remonter. Une moto chargée, c'est entre 200 et 400 kg. Quand chargée, je veux dire, avec le pilote. Moi, la moto que j'avais, toute seule à sec, elle fait déjà plus de 230 kg. Donc vous rajoutez les bagages, vous rajoutez le pilote, ben vous avez très rapidement plus de 400 kg. Donc c'est vrai qu'il ne faut pas surestimer vos capacités physiques, ni surestimer vos capacités routières. N'ayez pas peur de prendre une moto plus petite, qui sera sans doute plus simple et plus facile à réparer. Donc un autre point, c'est privilégier la sécurité. C'est vrai que quand on part léger, et quand on met tout ce qu'on doit mettre sur son lit avant de mettre les bagages sur la moto, on part parfois avec 2 fois trop de choses. Donc on a tendance à couper tout objet qui n'a pas 2 ou 3 usages, ne le prenez pas. Tout outil qui n'a pas 2 ou 3 usages, ne le prenez pas. Donc en faisant cette approche, on limite énormément le matériel que vous avez à prendre. Par contre, ne sous-estimez pas le matériel de sécurité. Moi, je suis favorable au gilet airbag. Ça peut sauver la vie de quelqu'un, même dans des situations idiotes. Vous pouvez être amené à chuter avec la moto sur la jambe, la moto sur le corps. Et c'est vrai que le gilet airbag a un avantage énorme, c'est qu'il vous protège. Alors, c'est la sécurité dans le management, c'est les processus d'analyse de risque, c'est les systèmes de contournement des risques, c'est les assurances professionnelles, tous ces éléments-là. On n'a aucun problème pour le faire dans le business. Et je suis très surpris de voir le nombre de motards qui partent sans aucun gilet airbag. C'est pourtant, depuis 10 ans, la norme dans l'équitation. Donc je ne vois pas pourquoi, si on monte à cheval avec un gilet airbag, on ne peut pas avoir le même usage et la protection sur une moto. Donc, surtout que c'est maintenant des budgets relativement abordables, et ça dure très longtemps, et ça s'entretient avec très peu de frais. Donc, la sécurité, pour moi, est essentielle. Dans beaucoup de pays, il n'y a pas de permis de conduire. Vous rencontrez des gens sur la route qui n'ont pas passé de permis de conduire, qui n'ont aucune connaissance des règles que nous avons dans l'Occident, et qui, quand ils voient une moto sur l'autoroute ou sur ici, les gens se repositionnent, éventuellement vous voiriez avec les phares. Dans beaucoup de pays, c'est pas du tout le cas. Ils ne savent pas comment se comporter avec vous, ils vous doublent à droite, à gauche, vous n'êtes pas sur le bon côté de l'autoroute, ils s'en fichent, vous les croisez dans les 2 sens. Donc vous êtes une cible, vous êtes une target. Et malheureusement, déjà, il y a beaucoup de victimes dans les pays occidentaux où on, soi-disant, sait conduire, mais dans beaucoup d'autres régions du monde, on est des targets. Donc, la sécurité passive et active me paraît être essentielle. C'est le choix de l'éclairage, c'est le choix des signaux de haute visibilité. Là, c'est comme dans le business. Je pense que la sécurité active et passive d'un business plan, ça se prépare, ça s'analyse et ça se mesure. L'autre élément qui me paraît intéressant à partager, c'est que si vous partez seul, ça va. Mais si vous partez à plusieurs, renouveau, faites le choix d'un partenaire d'équipe qui soit compatible avec vos propres rêves, avec votre propre tempérament, avec votre propre nature. Vous avez des capacités d'agir, des capacités de réagir, des capacités de faire. Parfois, sous la tension, on devient relativement différent de ce qu'on est quand tout va bien. Il faut que quand ça va mal, vous vous entendiez bien avec votre partenaire de moto. Je ne parle pas d'un passager sur votre moto, je parle d'un autre motard avec qui vous partez. Quand vous allez rouler, il y en a qui sont tendance à rouler plus vite que d'autres qui font des arrêts plus fréquents. Je suggérerais que vous fassiez bien l'analyse avec la personne avec qui vous allez partager la route. Si vous partez plusieurs semaines, voire plusieurs mois, à 2 motos, ça demande une bonne complicité, ça demande une bonne entente, mais ça ne veut pas dire que vous êtes des clones. Et je pense que c'est comme dans une entreprise. Si vous choisissez que des gens qui vous ressemblent pour être sûr de ne pas avoir de problème, vous commettez une erreur irremplaçable. Il faut absolument choisir des gens dont le tempérament sont complémentaires plutôt que superposables comme des clones. Moi, j'ai eu la chance de partir avec quelqu'un qui m'était proche, mon fils, et c'était pas facile tous les jours parce qu'il y avait une différence de génération. Donc voilà, c'est un point sur lequel je termine la première partie, c'est le choix d'un partenaire d'aventure.